Viennent sur des sentiers difficiles et escarpés avec véhicules tout-terrain ou quad. Votre ami, du coup, faut pas qu'il se mobilise. Un jeune homme de 24 ans, donc on a une suspicion de fracture de la Et pour cheville. une intervention sur 2, l'hélicoptère est déployé, venu de Strasbourg ou de Colmar, pour le commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne de Xonru-Longemer, Vincent Luenberger. L'été est loin d'être terminé. Les gens vont peut-être pratiquer un peu plus, profiter un petit peu de fraîcheur qui va venir. On va avoir des pluies également qui vont arriver, des orages aussi. Il faut toujours qu'ils restent méfiants, qu'ils prévoient leur itinéraire. Ça se fait pas à la dernière minute, en étant conscient de ses capacités physiques. Oui, de planton, je t'écoute. Lorsque on a des grosses pluies orageuses, en fait, on n'a pas d'infiltration et ça joue à dégrader les sentiers. Et on a également des accidents dus à des rochers qui restent humides après des pluies ou des orages. Vous allez pratiquer une randonnée sur un certain versant et vous voyez pas forcément ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est quand vous arrivez au-dessus que vous voyez que l'orage est arrivé et commence à s'installer sur le massif. Anticiper ce qui se passe de l'autre côté, c'est pas forcément évident. Et là, on va vous localiser avec votre numéro. Et les secouristes rappellent que les randonneurs perdus, bloqués sur un sentier escarpé ou épuisés en montagne ne doivent pas hésiter à appeler le 112 avant que la situation ne dégénère et bien avant la tombée de la nuit. Canton PGHM pour les secouristes. On va le brancarder jusqu'au parking. Ouais, de planton, c'est bien. Reportage d'ici Lorraine, nord de Thierry Collin pour France Info. France Info, 6h, 7h. Très bon réveil avec nous sur France Info. Il est 6h19. L'info en 1 minute avec vous, Marie-Marty Rossian. Et à la une, des éclairs et du tonnerre attendus dans une partie du sud de la France aujourd'hui. De la Dordogne jusqu'au Var et à l'Allier, 16 départements qui passent en vigilance orange pour les orages à partir du début d'après-midi. Par ailleurs, le risque de départ de feux de forêt également jugé élevé aujourd'hui dans 6 départements, cette fois sur le pourtour méditerranéen ainsi qu'en région parisienne et dans le centre-est de la France. Le principal suspect dans l'incendie de Grand Montana en Suisse, Jacques Moretti, placé en détention provisoire. Il a été interpellé chez lui mi-août pour violence conjugale sur son épouse, Jessica Moretti, qui a dû être hospitalisée. On ignore si cette dernière a pu sortir de l'hôpital. Les soutiens de l'Ukraine réunis aujourd'hui à Kiev alors que la guerre avec la Russie dure depuis 4 ans et demi maintenant. Une réunion donc des États membres de la coalition des volontaires co-présidée par la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et puis ce match nul décroché hier soir de justesse par le Paris Saint-Germain face à Rennes. 2 buts partout en clôture donc de cette première journée de Ligue 1 de foot. Sauvé le PSG grâce à un doublé de la nouvelle recrue espagnole Ferran Torres. France Info. Aux États-Unis, un mouvement de colère populaire prend de l'ampleur depuis quelques semaines. Un mouvement pour dire non à l'expansion d'un réseau de caméras de surveillance nouvelle génération, les caméras Flock. Il y en a plus de 120 000 dans tout le pays. Grâce à l'intelligence artificielle, elles permettent d'alimenter une gigantesque base de données et de pister n'importe qui. Pour les Américains, ces caméras Flock sont devenues le symbole d'une surveillance de masse. Face aux révélations de multiples dérives, la société civile s'organise donc, comme ici, à Atlanta. Reportage long format de Julie-Marie Lecomte. Tiens, la voilà, de l'autre côté de la rue, il y a un panneau solaire. Un panneau solaire grand comme une feuille A4 au-dessus d'un petit boîtier noir fixé sur un poteau. Bob se campe devant et dégaine un magistral doigt d'honneur. Les caméras Flock, il les déteste. Il y en a 3, rien que de ce qu'on voit dans la rue devant nous. Il y en a partout. Bob Smetana, c'est le jeune informaticien qui a créé l'application pour téléphone portable qui permet de recenser toutes les caméras. Elle fait un carton. 600 000 téléchargements. L'objectif, c'est de prendre conscience, cartographier. C'est une façon de montrer que ce n'est pas un truc que tu vois une fois de temps en temps. Là, ça remonte au cerveau et les gens se disent c'est vraiment flippant. Bob est l'un des piliers du mouvement Deflock America pour défloquer l'Amérique, la débarrasser des caméras Flock. Ce soir-là, il est venu de Chicago pour une soirée de mobilisation dans la banlieue d'Atlanta. Des voitures qui tournent pour se garer sur un parking trop petit et pas loin de 100 personnes dans la salle. Entre mon boulot et ma maison, il y en a 11. Il y en a dans les allées d'accès aux écoles, le long du parc à côté de chez moi. Oui, elles regardent la route, mais elles font bien plus que juste relever les plaques d'immatriculation. Pour moi, c'est autoritaire et anti-américain. Il n'y a pas de vraie liberté sans respect de la vie privée. J'ai peur d'un État tyrannique. Il est déjà en train de s'installer, tout doucement, discrètement, comme une société Big Brother. Les caméras Flock prennent en continu des photos partout ou presque aux États-Unis. 7000 services de police les utilisent, soit 2 sur 5.
Ils peuvent partager leurs données. Au départ, l'idée, c'était de retrouver des voitures volées, des personnes disparues, d'arrêter plus vite des criminels. Mais ces dernières semaines, les scandales se sont multipliés. Ils disent qu'ils ne traquent pas les gens. Bien sûr qu'ils les traquent. Et ces flics alors, qui ont été arrêtés pour avoir espionné leurs conjoints. Des agents ont en effet consulté la base de données à des fins personnelles pour suivre leur ex-femme, leur petite amie ou pour tuyauter de gré à gré la police de l'immigration. Une femme soupçonnée d'être allée se faire avorter dans un état où c'est autorisé a été pistée. Len Phillips est le chef de file de DFLOC Atlanta. Il réclame un cadre légal. Ils ne devraient pas poursuivre quiconque sans mandat. Ils ont mis la charrue avant les bœufs. Ils ont commencé par installer des caméras. Ces jours-ci, des actes de vandalisme sont répertoriés partout dans le pays. Des caméras sciées, visées par des tirs ou peinturlurées. Len Phillips condamne assez mollement. Ce n'est pas bien de s'en prendre à la propriété d'autrui, mais cela montre à quel point les gens sont frustrés de ne pas être écoutés. On n'est pas des antifas ou des terroristes, on est juste un groupe de gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées. Mais là-dessus, on est d'accord. C'est l'originalité de ce mouvement, explique John Padfield. Il enseigne à l'université de Columbus, dans l'Indiana. Il sillonne les États-Unis pour des conférences sur la surveillance de masse. J'ai vu des démocrates socialistes assis à côté de républicains, assis à côté de libertariens. Ils étaient tous d'accord. On ne veut pas être surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cet expert pense même que le sujet va ramener vers les urnes des gens qui ne votaient plus. Les caméras FLOC s'invitent dans la campagne à moins de 3 mois des élections de mi-mandat. Sous pression, quelques villes résilient leur contrat. Reportage à Atlanta de Julie-Marie Lecomte. Il est 6h24 sur France Info. Bonjour Fanny Guinochet. Bonjour. Dans votre décryptage éco ce matin, c'est le retour de la bataille du budget et chacun défend ses intérêts, à commencer par les entreprises. Elles commencent à appeler les politiques à réformer notre modèle social, à désendetter l'État plutôt que demander de passer à la caisse. Oui, surtout qu'il y a peu de doute, par exemple, sur le fait que les grandes entreprises, les multinationales, vont devoir continuer à payer, par exemple, la surtaxe, la contribution qui devait être exceptionnelle. Elle sera prolongée l'an prochain alors qu'elle devait être temporaire et s'arrêter. Et c'est pourquoi Solène Patrick Martin, le président du MEDEF, n'a même pas attendu l'ouverture après-demain de sa traditionnelle université d'été, la REF, pour mettre en garde le gouvernement. Ça suffit. Les entreprises sont déjà suffisamment mises à contribution. On leur demande de créer de la richesse, d'embaucher, ce qui est déjà une prouesse étant donné le contexte géopolitique. Et pour le budget 2027, il estime qu'il ne faut pas leur demander plus d'impôts, de taxes ou encore de cotisations. Et c'est le même son de cloche du côté de la CPME qui s'appelle maintenant les entrepreneurs. Exactement, le président du mouvement patronal, Amir Reza Tofighi, est lui aussi sur cette ligne. Pour le budget 2027, il demande au gouvernement une stabilité totale pour les entreprises. Il insiste sur le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de sociétés sont déjà en très grande difficulté financière. Il rappelle par exemple que la France a enregistré plus de 68 000 défaillances d'entreprises l'an dernier, ce qui veut dire 68 000 sociétés qui ont été rayées de la carte. Et selon lui, 2027 ne sera pas forcément mieux. Certes, mais pour construire son budget, le gouvernement de Sébastien Lecornu doit bien trouver de l'argent. Ne serait-ce que parce que cet été, les taux d'intérêt sur la dette se sont envolés. La France emprunte désormais à plus de 4%. C'est du jamais vu depuis 2008, depuis la crise financière. Ce qui veut dire concrètement des milliards d'euros en plus à trouver pour le gouvernement. C'est un véritable défi alors que le chômage repart à la hausse, que la croissance est faible, que le contexte politique est hyper tendu sur fond de campagne présidentielle qui débute, qu'il n'y a toujours pas de majorité à l'Assemblée nationale. Le gouvernement Lecornu aborde donc cette discussion budgétaire en étant hyper fragile, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Preuve en est, d'ailleurs, hier en meeting, Jean-Luc Mélenchon a d'ores et déjà promis que LFI allait censurer l'exécutif, justement sur le budget. Fanny Guinochet pour le décryptage éco, à retrouver bien sûr sur l'application Radio France. L'info sur France Info, c'est aussi votre vie quotidienne. Je prends le métro tous les jours et souvent j'ai déjà eu des problèmes. Des garçons qui vous suivent, des mains aux fesses, c'est déjà arrivé plusieurs fois. On essaie de changer de wagon ou sinon on sort du métro. Je vais faire attention, par exemple si je prends le métro, si j'ai un t-shirt qui est un peu décolleté, je vais mettre une écharpe par-dessus ou quelque chose. Faire attention. France Info, pas juste l'info, l'info juste.
AXA, premier assureur des entreprises. Pirater une entreprise de plomberie comme la mienne, franchement, pourquoi faire? Et puis un jour, un hacker me vole toute la facturation et les données bancaires de mes clients avec. Là, j'ai réalisé l'ampleur des dégâts. Marc le sait désormais. Toutes les données doivent être protégées. Avec l'offre CyberAXA, détectez en amont vos vulnérabilités informatiques pour renforcer votre sécurité. Chaque jour, AXA invente l'assurance qui vous ressemble. Plus d'informations auprès d'un conseiller ou sur axa.fr. Étude ENOF 2026. France Info Météo, avec Préfond, le référent retraite, épargne et prévoyance des agents de la fonction publique. Plus de 60 ans d'expertise pour bâtir une retraite solide. Préfond.fr. Sophie Breillat, prudence, face aux orages, ils sont parfois violents. Absolument, et Météo France vient de placer 16 départements en vigilance orange aux orages, avec une dégradation qui va prendre de l'ampleur au fil des heures dans le sud du pays, du sud-ouest à l'Auvergne jusqu'à la Méditerranée. Dès ce matin, déjà, des averses vont arriver, là, parfois orageuses, près de l'Atlantique, des Pays de la Loire jusqu'au nord de l'Aquitaine. Et sur le reste du pays, l'ambiance est beaucoup plus calme, avec un ciel souvent voilé, mais aussi de très belles éclaircies ce matin dès le lever du jour qui vont résister dans l'Est. Alors dans l'Est, mais c'est surtout cet après-midi que la situation va nettement se dégrader sur le sud-ouest. Alors surtout, en fait, il y a deux événements orageux. Il y a un premier événement de la Bretagne jusqu'au Pays de la Loire et au Poitou-Charentes. C'est la poursuite des averses orageuses qui arrivent par l'Atlantique ce matin. Les averses seront quand même fortes, mais moins fortes que dans le sud-ouest. Là, c'est le deuxième événement orageux, avec des orages qui commencent vraiment à prendre de l'ampleur à partir de 14-15 heures, qui vont éclater de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Massif central et pourront être particulièrement forts sur le nord de l'Occitanie, en Auvergne et dans l'est de l'Aquitaine. On attend par endroits des pluies très très intenses en peu de temps, de la grêle, des gros grêlons. Météo France m'a informé de ça, mais également de puissantes rafales de vent susceptibles de dépasser les 100 km/h. En fin de journée et en soirée, les pluies orageuses vont également gagner le Languedoc-Roussillon avant de se renforcer dans la nuit et de progresser vers la Provence. Quelques orages pourront aussi se développer du centre jusqu'au Grand Est, et la Corse reste un peu à l'écart, sera concernée par les orages en fin de nuit. Côté température, cet après-midi, comptez de 21 à 31 degrés sur la moitié nord. Sur la moitié sud, il fait plus chaud, de 27 à 35 degrés. Les températures vont baisser sous les orages, mais vraiment prudence, surtout dans le sud-ouest. Et bien sûr, on y reviendra régulièrement sur France Info et avec vous, Sophie Breillat. Merci beaucoup, très bon réveil. Avec nous, il est 6h30. France Info. Solène Crescent. Et si des orages parfois violents balayent en ce moment même le sud-ouest de la France, la sécheresse exceptionnelle de l'été touche de plein fouet les producteurs de pommes de terre. La récolte a commencé chez certains, mais les rendements sont mauvais. Les pommes de terre toutes petites accrochent dans le nord. Cet agriculteur n'a pas pu arroser ses champs et il est très inquiet, Elise Coquille. En arrivant sur l'une des parcelles de Nicolas, on constate rapidement les dégâts. Les feuilles sont grises et marron et en arrachant un plant, l'agriculteur rit jaune. La moitié des pommes de terre sont bonnes à jeter. Je vous laisse imaginer de faire des frites avec des pommes de terre aussi petites. On a que des pommes de terre de ce calibre-là, vous voyez, là c'est la seule qu'on trouve. On en a deux qui correspondent à une normalité de saison. La pomme de terre a un gros retard de croissance. Je pense qu'on peut encore gagner un petit peu, mais sur beaucoup d'autres variétés, il n'y a plus rien qui est faisable. La pomme de terre est complètement asséchée et elle a tellement stressé. De toute façon, faut pas trop rêver, quoi. Cette année, l'objectif de son contrat avec l'usine était fixé à 32 tonnes par hectare, mais si la pluie ne revient pas, il ne pourra pas honorer son contrat. Ses rendements seront réduits de moitié. Selon le vice-président de la section pommes de terre de la FDSEA, cette situation ne devrait pourtant pas trop affecter les prix sur le marché. Les contrats, ils ont été signés avant la plantation et ils ont été signés avec des prix qui seront bloqués. Donc la majorité des pommes de terre qui seront achetées par l'industriel ont été contractualisées. Il n'y aura pas une grosse répercussion. S'il y a répercussion, elle ne sera pas énorme. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de hausse, mais elle devrait être mesurée. Vous n'allez pas payer le double vos frites, vous allez acheter en grande surface, il n'y a pas de raison. Les prix seront tout de même à surveiller au printemps 2027. Un reportage ici nord d'Élise Coquille pour France Info. Et 16 départements sont donc en vigilance orange aux orages dans le sud-ouest jusqu'au centre et jusqu'au Var. Météo France vient d'étendre sa vigilance. Des orages qui pourront parfois être virulents. Dans les Landes ce matin, l'autoroute A641 est fermée dans les deux sens au niveau de Pérorade. Il faut désencombrer les voies, dit la préfecture. Et même si la pluie revient, 10 départements sont maintenus en risque élevé face aux feux de forêt autour de la Méditerranée, mais aussi en Essonne, dans les Yvelines, l'Ain et la Saône-et-Loire.
Jacques Moretti, le patron du bar Le Constellation de Crans-Montana, est en garde à vue est en détention provisoire pour violence sur sa femme Jessica. Elle a dû être hospitalisée dans la nuit du 11 au 12 août dernier. On ne sait pas si elle est sortie de l'hôpital aujourd'hui. Jacques Moretti est déjà poursuivi, notamment pour homicide par négligence après le drame du Nouvel An et la mort de 41 personnes dans l'incendie de son bar. C'est une décision qu'il assure avoir prise avec gravité. Raphaël Glucksmann s'est officiellement déclaré candidat à l'élection présidentielle hier soir. L'eurodéputé Place Publique a annoncé plus précisément qu'il participerait à une primaire avec le Parti socialiste à l'automne. S'il a précisé une partie de son programme, il a tenu aussi à se positionner vis-à-vis de la France insoumise. Raphaël Glucksmann qui écarte tout accord éventuel avec Jean-Luc Mélenchon. Je suis extrêmement clair. Si je gagne cette primaire, eh bien, il n'y aura plus jamais d'accord avec Mais le Parti socialiste ne vous a donné Tout le monde ne semble pas être d'accord au sein du Parti socialiste sur cette ligne. Mais moi, je vous le dis, la seule manière pour la gauche de revenir au pouvoir, c'est d'être absolument clair. La gauche française, eh bien, elle ne se prosterne pas devant les dictateurs. Elle ne fait pas des jeux sur les non-juifs dans les meetings. Elle ne fracture pas en permanence la société en surfant sur les fièvres identitaires. Raphaël Glucksmann au 20h de TF1 hier soir, et depuis son meeting hier après-midi, Jean-Luc Mélenchon a promis que la France insoumise censurerait le gouvernement de Sébastien Lecornu sur son projet de budget 2027. Après Shanghai, Shein s'apprête à entrer à la bourse de Hong Kong. La plateforme d'ultra fast fashion doit y être cotée à partir du 1er septembre, et même si sa croissance s'essouffle ces derniers mois, Shein espère atteindre 23 milliards d'euros de valeur boursière avec cette opération. Enfin, Alexander Seferin, le président de la puissante UEFA, le football européen, ne sera pas candidat pour la FIFA. Il était jusqu'ici l'un des principaux opposants à l'actuel patron du foot mondial, Gianni Infantino, qui est embourbé dans une crise depuis l'échec de son projet, contesté et finalement abandonné d'ouvrir l'instance mondiale à des investisseurs privés. Les sports, tout de suite, il est 6h34. Les sports sur les terrains avec vous, Guillaume Batin, bonjour. Bonjour. Et cette question, Arthur Fils, et si c'était lui le prochain Français à remporter un tournoi du Grand Chelem? On adorerait. En attendant l'US Open, très bientôt l'Australie, Wimbledon ou Roland Garros, le numéro 1 français a remporté le Masters 1000 de Cincinnati hier soir, 6-3, 1-6, 6-0 face à l'Américain Frances Tiafoe, Fabrice Abgral. Après la balle de match, il a simplement lâché sa raquette et levé les bras en regardant tout sourire ses entraîneurs assis en tribune. Une émotion contrôlée avant de laisser éclater sa joie, celle d'un joueur en pleine ascension. Arthur Fils succède au palmarès à Guy Forget, vainqueur à Cincinnati en 1991, pour devenir 35 ans après le 5e Français à s'imposer en Masters 1000, le premier depuis Tsonga à Toronto en 2014. C'est le plus prestigieux des 5 titres de sa carrière. À Cincinnati, Arthur Fils a franchi une étape importante. Ça montre que je suis capable de gagner aussi des grands titres. J'avais gagné 250, j'avais gagné des 500, mais jamais de Master 1000. Donc ça fait du bien. Ça montre que je suis capable de le faire. Après, il faut réussir à être régulier et à le faire le plus souvent possible. Mais content de gagner ce tournoi en sachant que je peux encore mieux faire. À 22 ans, Arthur Fils a prouvé en effet qu'il fallait désormais compter sur lui pour gagner les plus grands tournois et peut-être un jour un grand chelem. Ça tombe bien, l'US Open débute dimanche prochain. Alors pourquoi pas? Car avec l'audace et la combativité qui le caractérisent, la puissance de frappe qu'il développe et la confiance qu'il affiche, tout est possible pour le numéro 1 français, même les rêves les plus fous. Arthur Fils pointe désormais à la 11e place mondiale, le meilleur classement de sa carrière. La preuve que c'est possible, il n'avait jamais rien gagné. L'équipe de France de badminton décroche 2 médailles d'or. C'était hier aux mondiaux de New Delhi en Inde avec Alex Lanier en simple et Delphine Delru associée à Tom Jikel en double mixte. Et après les Jeux paralympiques, les championnats d'Europe pour l'équipe de France de cécifoot. Absolument, la nouvelle médaille d'or pour le cécifoot français. 2 ans après Paris 2024, les Bleus ont encore provoqué des hollas silencieuses à Strasbourg. Ils ont remporté la finale 1-0 face à l'Angleterre. Frédéric Villeroux, le capitaine et buteur, celui que l'on surnomme le Zidane du cécifoot. C'est magnifique, surtout devant ce public, en France, devant le Parlement. On a su montrer que la France est un pays performant en cécifoot. J'espère qu'on aura un peu plus de moyens pour faire plus de stages, parce qu'au niveau mondial, malheureusement, on est un peu plus faible. Et j'espère que les gens ont compris que les personnes en situation de handicap peuvent faire du sport, peuvent travailler. Voilà, on sait faire des choses. Et en basket, les Bleus de Victor Wembanyama ont battu la Serbie en amical hier soir à Orléans d'1 point, 91-90. Les choses sérieuses commencent
l'avance pour jeudi prochain à Paris face à la Slovénie en match de qualification pour la Coupe du Monde 2027. Les sports sur France Info, signé Guillaume Batin. Dans la prochaine demi-heure, vous entendrez un survivant du Bataclan qui s'apprête à partir pour l'Ultra Trail du Mont Blanc en fauteuil roulant. On vous explique pourquoi il y aura de la publicité sur ChatGPT dès aujourd'hui. Mais d'abord, les inquiétudes des entrepreneurs face à la cybersécurité. France Info, 6h, 7h, Solène Crescent. Le tout numérique interroge, voire inquiète à l'heure des cyberattaques. Dans une semaine, le 1er septembre, toutes les entreprises devront passer à la facturation électronique obligatoire. Sauf que beaucoup de patrons tiquent juste après la polémique sur le piratage majeur de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, avec le vol de données fiscales de particuliers, mais aussi d'entreprises. Concrètement, ce nouveau système de facturation électronique implique qu'à terme, chaque facture émise ou reçue par une entreprise devra transiter sous format électronique via des plateformes agréées par l'État qui les transféreront à l'administration fiscale. Mais dans ce contexte, les entrepreneurs craignent que certaines de leurs données sensibles ne soient aspirées par des hackers. Salomé Martin. L'inquiétude grandit chez les patrons car un piratage de leurs données pourrait révéler des informations sensibles de leurs entreprises, comme leurs marges. Guillaume Géraud est à la tête d'une société qui emploie une vingtaine de personnes et lui craint surtout une cyberattaque majeure de ce nouveau système. Là, avec une telle quantité de données centralisées au même endroit, on pourrait conclure des choses très précises sur les habitudes des entreprises françaises, ce qu'elles achètent, à qui elles vendent. Et du coup, taper au bon endroit sur les chaînes d'approvisionnement des entreprises françaises, par exemple, pourrait faire des désastres dans le tissu économique français. Du côté de l'organisation patronale Les Entrepreneurs, anciennement la CPME, on tente de rassurer. Le logiciel côté services fiscaux a été développé récemment, explique Franck Bataille en charge de la cybersécurité. Avec des normes et des socles techniques qui sont récents et solides. Je ne crois pas qu'on puisse comparer le système d'information qui est utilisé pour la facturation électronique avec celui qui était utilisé pour d'autres services de la DGFiP qui peut-être ont fait l'objet justement de ces violations. C'est en tout cas ce qu'assurent les services fiscaux. Selon leur directrice générale, il n'existe aucun lien entre le système piraté par le hacker fin juin et les circuits. Ces publicités vont prendre la forme de petits encarts publicitaires. Salomé Martin. Bonjour Jean-Marc Barky. Oui. Pardon, il y a eu un petit souci technique. Vous êtes le président de l'entreprise Citoica. Vous êtes membre aussi de Sticoya, pardon, j'ai oublié le T. Vous êtes membre aussi de Croissance Plus et du BDF. Elle vous inquiète aussi. Est-ce que ça vous inquiète aussi ce passage à la facturation électronique ? Alors, le passage à la facturation électronique, c'est pas tant ça qui peut être inquiétant. L'État a décidé de faire le prélèvement à la source pour les impôts. Ils veulent passer à la facturation électronique pour des questions de suivi et notamment de lutte contre la fraude à la TVA. Tout ça, moi, je peux l'entendre. Ce que je n'entends pas, c'est un certain manque de transparence quand il y a un hackage de ce type. Il se trouve qu'ils ont été hackés au mois de juin, on est prévenu au mois d'août. Nous, on a été hackés curieusement et nos données ont été cryptées le 2 juillet. Ça se rend pas. Hein. Vous, dans votre entreprise ? Donc, je voudrais être sûr. Oui, dans notre entreprise, on a été hacké le 2 juillet, donc on a des sauvegardes, on a tout un tas de choses, mais n'empêche que nos données ont été piquées, cryptées, alors qu'on a un système qui est extrêmement sécurisé, et on ne comprend toujours pas aujourd'hui, bien qu'on ait payé une entreprise spécialisée pour essayer de comprendre d'où viennent les choses, on ne sait toujours pas comment ils ont réussi à rentrer chez nous. Donc ça m'ennuie considérablement. Donc vous pensez que ça peut être lié à ce piratage massif du fisc ? J'en sais rien. Je dis juste que c'est une curieuse coïncidence que le 2 juillet, on ait été hacké, qu'on apprenne aujourd'hui que fin juin, ils ont un certain nombre de données qui ont été hackées. Ils disent qu'il y a que quelques centaines de milliers de fichiers qui ont été piratés. Le pirate annonce 2 millions, on peut annoncer 20 millions, on peut annoncer n'importe quoi. En fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est combien de données ont été aspirées. Est-ce qu'elles ont été cryptées ? On n'en sait rien. Est-ce qu'ils ont des données qu'ils ont eu cryptées et qui n'ont plus aujourd'hui à leur disposition ? Enfin, c'est toutes ces choses qu'il faut savoir. Vous aimeriez avoir plus de réponses de la part du gouvernement ? Écoutez,